Raoul de Warren. L'insolite aventure de Marina Sloti. 3. Au bout de plusieurs secondes, Marina, à moitié défaillante, cessa de se meurtrir les mains contre le panneau de bois et prêta anxieusement l'oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien, à cause du fracas de la tempête. Mais bientôt, à la faveur d'une brève accalmie, il lui sembla percevoir un léger bruit. Oui, elle ne s'était pas trompée. Quelqu'un venait. Alors une joie profonde monta en elle. Encore quelques instants, et elle serait à l'abri à l'intérieur de la maison. Encore quelques instants, et ce cauchemar ne serait plus qu'un mauvais souvenir. Le son d'une voix inintelligible, suivi d'un silence qui sans doute marquait une brève hésitation, le grincement d'un verrou que l'on manœuvrait dans sa gâche, et la porte tourna sur ses gonds. Sans attendre d'y être invitée, la jeune fille se glissa par la porte entrebâillée. Mais à peine eut-elle franchi le seuil de la pièce, qu'elle s'arrêta brusquement, les yeux exorbités, clouée au sol par une stupeur indicible. La salle où elle venait de pénétrer était vide de toute présence humaine, et ne contenait que quelques meubles rustiques, faiblement éclairés par la lumière, provenant d'une petite lampe à pétrole portative, mais, fait inouï, ahurissant, cette lampe oscillait doucement dans l'air à environ 1,50 m du sol, sans aucun support apparent. Effarée, Marina recula jusqu'au mur, auquel elle s'adossa en tremblant. Elle était certainement victime d'une hallucination provoquée par la fatigue. D'un instant à l'autre, elle allait apercevoir à quelques pas d'elle la personne qui tenait cette lampe à la main. Mais non, la jeune fille était bien seule, rigoureusement seule. Et voilà que la porte se refermait comme si elle avait été poussée par un être invisible. Puis la lampe se déplaça, tout en demeurant à la même distance du sol, et se dirigea vers le fond de la salle. Le spectacle de cette lumière errante avait quelque chose de tellement fantastique que la malheureuse jeune fille ne put s'empêcher d'ouvrir la bouche pour crier son effroi. Mais aucun bruit ne vint troubler le silence qui régnait dans ce lieu, et elle réalisa brusquement qu'elle n'avait même pas entendu le son de sa voix. Alors ses jambes se dérobèrent sous elle, et elle s'affaissa sur le carrelage, tandis que la lampe disparaissait derrière une tenture et que la pièce se trouvait plongée dans les ténèbres. La perte de conscience de Marina Sloti ne dura pas plus de quelques secondes. C'était une fille énergique, et dès qu'elle eut surmonté sa défaillance passagère, elle entreprit de se relever en prenant appui contre le mur que ses mains avaient rencontré en tâtonnant dans l'obscurité. Maintenant, elle était à nouveau debout, grelottant de froid, dans ses vêtements trempés, toujours désemparée, mais bien décidée à faire tout ce qui serait en son pouvoir pour sortir de cette invraisemblable situation. Précisément, un murmure de voix, provenant de l'autre côté de la tenture, derrière laquelle la lampe avait disparu, parvenait jusqu'à elle. Ce bruit, en la ramenant à la réalité, lui rendit tout son courage, d'autant plus que les paroles qu'elle entendait la confirmaient dans son opinion première qu'elle avait simplement été victime de troubles de la vue et de l'ouïe pendant un court laps de temps. Les deux personnes qui conversaient étaient manifestement la maîtresse de maison et sa domestique. « Voyons, Corinne, disait la première, je ne comprends rien à tes explications. Lorsque nous avons entendu ces coups frapper contre la porte, je t'ai dit d'aller voir ce qui se passait. C'est ce que j'avions fait. Avant d'ouvrir, as-tu demandé qui était là, comme je te l'avais recommandé? Sûr que oui, mais comme ce soir, il ne fait pas un temps à laisser un chrétien dehors, et que j'avions peur que le visiteur n'entende pas, rapport à la tempête, j'avions quand même tiré les verrous. Et qu'as-tu vu? Personne, foi de Corinne, notre dame peut m'en croire. J'avions senti une espèce de courant d'air qui a fait vaciller la flamme de ma lampe et puis c'est tout. As-tu regardé dehors? Le malheureux qui venait demander asile est peut-être tombé évanoui dans la neige, avant que tu n'aies entrebâillé lui. J'y avions bien pensé, avant de refermer cette maudite porte. J'avions jeté un coup d'œil sur le devant de la maison, mais j'avions rien vu de pareil. C'est quand même bizarre. Le bruit des coups était tel que nous l'avons entendu d'ici.
Cette personne ne s'est pas volatilisée. Je suis sûr que tu as mal regardé. Retourne-y donc. Avec un temps pareil, celui qui passerait la nuit dehors aurait bien peu de chances de s'en tirer. Et il n'y a pas d'autre maison que la nôtre à 2 lieues à la ronde. Moi je voulons bien, notre dame, reprit la voix de Corinne. Mais toute servante que je suis, j'étions pas encore assez gourde pour ne pas savoir me servir de mes yeux. Je parierais bien à Napoléon contre un sou qu'il n'y a pas plus de voyageurs dehors que de beurre sur ma main, sauf votre respect. Tout ça, c'est de la sorcellerie et rien de plus. Laisse ta sorcellerie tranquille, veux-tu? Reprit son interlocutrice. Et fais ce que je te dis. C'est bon, j'y allonce pas. Le murmure des voix avait cessé. Marina n'avait pas bougé. Elle attendait, le corps contracté par l'appréhension qui la tenaillait à nouveau, car sa tranquillité avait été de courte durée. Elle était toute prête à admettre qu'elle avait été victime de ses sens abusés, mais ce qui lui paraissait totalement incompréhensible, c'était que la servante ne l'eût pas vue, elle, Marina Slotti, lorsqu'elle l'avait frôlée pour pénétrer dans la maison. La même fantasmagorie allait-elle recommencer? La tenture se souleva, et la lampe apparut. Aussitôt Marina respira plus librement. Elle pouvait apercevoir cette fois-ci la silhouette de la domestique qui tenait la lampe. Certes, la petite Aubonne avait un bizarre accoutrement, qui rappelait à Marina l'époque de sa grand-mère. Robe légèrement bouffante, et descendant jusqu'aux chevilles, fichu croisé sur la poitrine et mouchoir de dentelle posé sur la tête, le tout d'ailleurs dans un état lamentable et couvert de taches verdâtres. Mais qu'importait cette mascarade? Marina voyait cette fois-ci se diriger vers elle une créature en chair et en os. Du moins, elle le supposait, car chaque pas qui rapprochait d'elle la servante accentuait l'impression de malaise qu'elle ne pouvait s'empêcher de ressentir. Créature en chair et en os? Créature en chair et en os, vraiment. Quelle était cette nouvelle et macabre plaisanterie? Figée d'épouvante, Marina Slotti voyait s'avancer vers elle la monstrueuse apparition. Sous le mouchoir qui recouvrait la tête, elle distinguait maintenant une affreuse tête de mort, et c'étaient les doigts décharnés d'un squelette qui se crispait autour du pied de la lampe de cuivre. Corinne, une fois de plus, était passée devant elle sans la voir, et à présent, debout sur le seuil de la porte, elle inspectait les alentours. Marina n'avait plus qu'une idée, une seule, fuir cette demeure habitée par des spectres. Dut-elle pour cela recommencer son calvaire aux prises avec l'ouragan, et au risque de se perdre dans la lande couverte de neige? Mais la route était coupée. Attendre que le fantôme revînt sur ses pas? Non, elle ne pourrait pas supporter une seconde fois d'être frôlée par ce squelette ambulant. Il lui fallait fuir. Mais où aller? Son regard de bête traquée fit le tour de la salle, et la lumière de la lampe lui permit d'apercevoir une autre porte située à l'extrémité de la pièce. Qu'y avait-il derrière cette porte? Peut-être un autre sujet d'épouvante, mais la jeune fille n'avait pas le choix. Tout plutôt que de laisser s'approcher d'elle l'abominable apparition, et elle n'avait pas une seconde à perdre. Toujours adossée au mur, elle recula peu à peu dans la direction de la porte, sa main posa sur la poignée, le battant s'entr'ouvrit derrière elle, rapidement elle se glissa dans l'entrebâillement, puis elle referma la porte avec précipitation. Alors elle se retourna. Elle était dans une petite chambre éclairée par une bougie, figée dans un chandelier d'émail, posé sur la cheminée. La pièce était inoccupée. Dans un angle se trouvait un lit de fer. Quelques objets de toilette d'un usage courant traînaient sur le dessus d'une commode. Une petite table de bois blanc, placée sur la droite, supportait une cuvette et un broc d'eau. Un placard grand ouvert laissait apercevoir des vêtements féminins, pendus dans la partie inférieure, tandis que du linge apparaissait sur les planches du dessus. À part la porte par laquelle la jeune fille était entrée, la chambre paraissait n'avoir pas d'autre issue que la fenêtre devant laquelle pendait un épais rideau. Mais l'essentiel n'était-il pas d'avoir un moyen de quitter ce lieu sinistre? Toutefois, le fait de n'être plus dans la même pièce que le spectre avait rendu à Marina un sentiment de sécurité relative. Au fur et à mesure que sa panique se dissipait, elle ressentait plus intensément sa fatigue physique. Ses vêtements lui collaient au corps, et elle claquait des dents. Partir dans ces conditions n'était-il pas une folie? Une envie montait en elle, irrésistible. Rejeter loin d'elle sa blouse, sa jupe, ses bas et ses souliers imprégnés d'eau, se frictionner énergiquement pour se réchauffer et revêtir des effets bien secs. Presque machinalement, elle retira du placard ce qu'il lui fallait,
et sans même faire attention à l'aspect suranné de ses hardes, elle s'en vêtit. Quelques instants plus tard, le changement était accompli, et la jeune fille était transformée en une accorte soubrette du siècle précédent. Cette longue pèlerine, descendant jusqu'à terre, achèverait de la protéger contre la tempête, et cette paire de bottes, découverte dans le bas du placard, allait lui permettre de marcher dans la neige sans se tremper les pieds. Il ne lui restait plus qu'à tirer les rideaux, ouvrir la fenêtre et enjamber la croisée. Mais sa lassitude ne faisait que croître. Elle avait le corps aussi moulu que si on l'avait roué de coups. Le silence le plus absolu régnait dans la maison. Personne ne venait. Il ne semblait pas y avoir grand danger à différer son départ de quelques minutes pour reprendre des forces en s'allongeant sur le lit afin de reposer ses membres ankylosés. Elle serait ensuite en bien meilleures conditions pour accomplir le difficile trajet qui la ramènerait vers le quart. Elle s'assit sur le rebord du lit et se renversa en arrière. Mais dès qu'elle eut posé la tête sur le traversin, ses yeux se fermèrent malgré elle, et terrassée par la fatigue, elle sombra dans un sommeil sans rêve.